Sepharim, c'est votre émission hebdomadaire sur l'actualité des livres, les rencontres avec les auteurs, la réflexion sur les livres et le livre, évidemment. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité que vous connaissez sans doute bien sur ces antennes, mais pas pour ce qu'il est venu nous présenter. C'est Frédéric Pottier. Frédéric Pottier, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes l'ancien fameux directeur de la DILCRA, c'était le délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et je dis la haine anti-LGBT. C'est ça. La DILCRA avec un H. Vous êtes un élève de l'ENA. Vous êtes préfet, vous avez été conseiller au cabinet du Premier ministre et à la présidence de l'Assemblée nationale. Cabinet du Premier ministre à l'époque, on va y revenir dans quelques instants, Frédéric Pottier, à l'époque de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Et c'est-à-dire aussi au moment des attentats les plus terribles qu'a connu la France dans l'après-guerre. Alors vous nous revenez d'ailleurs avec un polar, on peut dire, un thriller politique, un roman policier qui s'appelle La menace 732. Fiction, mais qui fait froid dans le dos. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, peut-être une question. On est dans l'actualité. Nous sommes, Frédéric Pottier, au lendemain du verdict du procès du 13 novembre. Donc, je le disais, vous étiez à l'époque conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est une période terrible qui a marqué d'ailleurs la présidence Hollande. J'ai envie de vous demander d'abord peut-être votre réaction sur ce procès qui a été un peu quand même l'honneur de la France qui s'est tenu pendant 10 mois. D'abord, c'est un soulagement parce que ce procès, c'est aussi la preuve qu'on vit dans un état de droit et que malgré les attaques terroristes, malgré cette volonté de terreur et de nous opposer les uns les autres, eh bien finalement, c'est la retenue, la justice et le droit qui l'a emporté. Et moi, j'en suis très heureux parce que j'ai vécu effectivement ces heures-là aux premières loges et je me souviens vraiment de cette impression très particulière qui flottait à Matignon, une impression de grande maîtrise, de grand professionnalisme. Alors moi, je n'étais pas chargé des questions de terrorisme, j'étais chargé des questions d'outre-mer. Mais je me souviens de gens très concentrés sur ce qu'ils devaient faire. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, le préfet Vedel, le préfet Stoskov. Et je crois qu'il faut vraiment leur rendre hommage. Alors voilà, moi je vous parle de ce que j'ai vécu moi, oui, bien sûr. Mais ça montre qu'il y avait quand même aux manettes de grands professionnels. Oui, parce qu'ils ont été critiqués par certains, alors que c'est un épisode inédit de l'histoire de France, extrêmement dangereux, inquiétant. On ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Vous témoignez, en fait, Frédéric Pottier, de ce qui a été le sang-froid, oui. Le professionnalisme, c'est ça, de l'équipe ministérielle ? Grande détermination, grand sang-froid. Et en même temps, beaucoup d'émotions retenues. Je me souviens d'une Marseillaise chantée a cappella dans la cour de Matignon avec Manuel Valls sous la pluie, juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Et voilà, et j'ai senti des gens effectivement affectés, mais très déterminés et très convaincus du sens et des combats qu'il fallait mener. C'était le cas donc de Bernard Cazeneuve, qui est d'ailleurs intervenu dans le procès du 13 novembre au palais de justice de Paris et qui a développé pendant 4 heures sa vision de ce qui s'était passé et de la lutte contre l'islamisme. Ça, c'était important. Aujourd'hui, certains sont critiqués comme Manuel Valls. Ça vous fait quoi comme réaction ? Non, mais on vit en démocratie et c'est très bien qu'il y ait des critiques, c'est très bien qu'il y ait des débats. Moi, je ne veux pas interdire tout ça. Simplement, je pense que le but ultime quand même de ces terroristes, c'était de nous faire basculer dans le chaos, nous opposer les uns des autres, nous faire voter des choses qui auraient rendu toute concorde impossible. Et je pense que ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a réussi à combattre et à endiguer le terrorisme avec les outils de l'état de droit. C'est sans doute jamais complètement parfait, mais je trouve qu'on a tenu bon. Et moi, c'est 2 mots qui m'accompagnent toujours, tenir bon. Tenir bon, et vous dites, on a voulu nous faire signer ou promulguer des lois très particulières. Vous pensez à quelles lois ? Je pense qu'il y a toujours des tentations autoritaires, des dérives autoritaires qui sont possibles. On le voit dans certains pays d'Europe de l'Est, on l'a vu en Russie, on l'a vu aussi avec l'exemple de Donald Trump. Et donc d'ailleurs, c'est le point commun qu'on peut trouver entre les islamistes et certains groupuscules d'extrême droite, c'est ce qu'on appelle les confrontationnistes. Oui. C'est des gens qui veulent nous pousser à la confrontation, qui essayent d'exacerber nos désaccords, nos divergences et de nous faire croire que finalement on ne pourrait pas vivre ensemble.
Et ça, c'est la magie des valeurs républicaines, c'est que malgré nos différences, et grâce peut-être aussi à nos différences et à nos diversités, eh bien, on peut tout à fait vivre ensemble, on peut tout à fait bâtir ensemble et vivre en parfaite concorde. Bien sûr, on va en parler, hein, de ce rapport que vous faites entre justement ces menées irrédentistes ou révolutionnaires, ou en tous les cas de l'ultra-droite, comparée aussi à la menace terroriste. Alors, justement, on le disait, la menace djihadiste, c'est tous les spécialistes de la DGSI, le procureur aussi du parquet national antiterroriste, disent qu'elle reste numéro 1, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, alors on appelait parfois l'extrême droite, maintenant on dit, je crois, l'ultra-droite, qui inquiète aussi. D'ailleurs, dans votre livre, mais on va en parler plus en détail, dans votre livre, à la page 135, vous faites dire à un de vos personnages, les nationalistes blancs, l'action des nationalistes blancs est équivalent à celui de Daesh. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui ? Alors je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la dangerosité de l'islamisme radical et des menaces d'attentats. Je pense qu'évidemment, il y a toujours des projets, il y a toujours des ennemis farouches des valeurs républicaines, et donc ces groupuscules obscurantistes cherchent à nous déstabiliser et à nous faire mal. Donc loin de moi l'idée de vouloir nier ou relativiser cette menace liée au fondamentalisme et au djihadisme. Simplement, moi, ce que j'essaye de dire dans mon livre, d'ailleurs, je me fais écho en fait à des rapports du FBI, c'est que finalement, ces groupuscules d'extrême droite ou d'ultra-droite ou ces suprémacistes blancs, eh bien, ils sont très dangereux. Il ne faut pas les prendre pour des guignols, et ils menacent la sécurité de l'État de manière évidente. Et on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Nouvelle-Zélande, hein, Christchurch, quand même, l'attaque contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, 39 morts. C'est des menaces qu'il faut prendre en compte. Un vrai attentat de l'extrême droite raciste. Et c'est pas parce qu'il y a des menaces d'origine, de sources différentes, qu'il faudrait les écarter ou les hiérarchiser. Moi, je pense qu'il faut toutes les regarder avec beaucoup de sang-froid et répondre à toutes ces menaces. Est-ce qu'on peut vous poser cette question, puisqu'on est en pleine politique française en ce moment, la démocratie, le Parlement, l'arrivée, je résume rapidement, l'arrivée de deux groupes importants, celui de l'extrême gauche emmené par Mélenchon et Marine Le Pen, avec ce Rassemblement national qui occupe une place très importante. Vous faites quand même la différence, Frédéric Pottier, entre ce Rassemblement national et ces groupes d'ultra-droite dont on va parler bientôt. Oui, il y a d'un côté un parti politique que moi j'ai toujours combattu, hein, dans ses modalités, dans son programme, dans ses valeurs, mais qui joue le jeu démocratique, voilà, très clairement, et des groupuscules qui sont composés de gens extrêmement dangereux, extrêmement radicalisés, qui peuvent cacher des armes, qui peuvent s'entraîner, qui peuvent organiser des ratonnades, des descentes extrêmement violentes. C'était le cas à Bordeaux il y a quelques jours, c'était le cas à Lyon. Et donc oui, je fais une différence effectivement entre ces groupuscules, entre ces groupes, entre ces tendances. Mais voilà, moi je suis un grand partisan de la démocratie, je suis partisan pour que les gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord puissent s'exprimer. C'est le cas, on a un Parlement qui, je crois maintenant, est très représentatif, en fait, de la société française. Et bien que le Parlement devienne le cœur battant de la démocratie, et moi je peux que m'en féliciter. Alors vous êtes un serviteur de l'État, je n'oublie pas que vous êtes préfet, que vous avez parfois ce devoir de réserve, mais quand même dire, je ne sais pas, c'est votre opinion sur cette situation. Certains ont pris position en disant entre LFI et le Rassemblement national, le danger est le même. Est-ce que ce serait votre opinion ? Non, moi je ne crois pas, c'est un sentiment très personnel. Je pense qu'il y a des vrais républicains du côté de la France insoumise. J'ai des vrais désaccords aussi avec eux sur plein de sujets, sur la façon dont ils abordent l'antisémitisme, leur relation à Israël. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'assume. Mais par exemple, quand LFI, juste avant les élections, reçoit Jérémy Corbyn, l'ancien leader travailliste, avec des déclarations antisémites, ça vous choque ? Bien sûr. Autant que le Rassemblement national ? Ce qui me choque, c'est effectivement qu'on reçoive un leader travailliste qui a été condamné et exclu de son parti pour l'antisémitisme. Ça m'avait tout aussi choqué une participation à cette marche dite contre l'islamophobie en 2019. Et à l'époque, j'avais pris très clairement position contre cette marche. Et je me félicite que d'autres partis ne s'y soient pas rendus. Mais quand j'entends le député du Rassemblement national, lors de sa première prise de parole comme doyen, parler de l'OAS, je suis extrêmement choqué. De l'OAS. Bon, il a voulu parler aussi, c'est intéressant parce que je devais vous poser cette question. Rentrée parlementaire tonitruante, on parle de l'Algérie
française. Bon, c'est une part aussi d'histoire. Et on va voir que dans votre livre, vous parlez de grandes pages de l'histoire, ce qui nous permet de réviser un petit peu nos notions et de réfléchir à justement l'importance des grands événements de l'histoire. Alors, je reste un moment sur votre poste que vous avez occupé il y a encore quelques mois, celui de la DILCRA, le délégué interministériel chargé contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte anti-LGBT. Alors j'imagine, enfin je pense, que cette montée de l'ultra-droite, que vous avez pu l'observer de votre poste privilégié, c'est ça qui vous a donné l'idée de ce polar dont on dit tout de suite à nos auditeurs qu'il est très prenant, haletant, mais surtout inquiétant. Oui, et de la fiction à la réalité, il y a souvent qu'un tout petit pas. Ce que j'ai voulu utiliser comme brique de base dans ce polar, dans cette fiction politique, c'est des choses très réelles au fond. C'est des faits divers, c'est des découvertes de caches d'armes, c'est des menaces sur Internet, c'est des tribunes dans Valeurs Actuelles où des généraux à la retraite menacent à mots couverts le pouvoir en place. Et je trouve que tous ces éléments, si on les prend de manière séparée, on peut ne pas comprendre quel sens ça a et on ne peut pas comprendre le panorama d'ensemble. Et je pense que ce que j'ai voulu faire en faisant cette fiction, c'est relier tous ces points, relier tous ces phénomènes et donner à voir, au fond, les fragilités de la démocratie française et montrer à quel point certains groupuscules étaient dangereux et qu'il ne fallait pas considérer la découverte d'une cache d'armes, je ne sais pas, dans le Bas-Rhin, comme quelque chose de tout à fait anecdotique. Je pense qu'il faut voir le big picture, comme disent les Américains. Ouais, c'est évident. Alors, La menace 732, c'est le titre de votre, on peut dire, polar ou roman policier, voire même thriller politique. On peut tout dire. Et même, voire historique, thriller historique. Alors, c'est l'histoire, je vais essayer de résumer en quelques instants, mais on va rentrer dans le vif du sujet, notamment d'une capitaine de police, que vous appelez Nina Meriem, qui est spécialiste des groupes, justement, extrémistes au sein de la DGSI, qui a rendu un rapport il n'y a pas si longtemps justement sur la menace de l'extrême droite. Elle est chargée de mener une enquête sur les actions violentes, et on y arrive sur votre titre, d'un groupe qui s'appelle Martel 732. Tout ça se passe au lendemain de l'élection présidentielle, avec les débats, les clivages violents. Alors, on n'en est pas là encore en France, hein, mais le nouveau gouvernement doit faire face à cette menace nouvelle, particulière, inédite, en tous les cas, depuis peut-être la fin de la guerre d'Algérie. Et vous posez peut-être dans cette présentation la question de la démocratie. Vous le dites, est-ce qu'elle peut être renversée? Parce qu'il s'agit de ça, c'est un coup d'État qui va être fomenté. Alors on peut dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État? C'est la première question, et parce que vous connaissez bien les arcanes de la vie politique, et en quelque sorte, vous donnez une sorte de manuel du coup d'État. C'est intéressant de voir ça. C'est ça que vous avez voulu faire? Oui, alors je crois que tous les écrivains écrivent un peu pour exorciser leurs angoisses. Oui. Et moi, c'est vrai que le risque de coup d'État, la menace du coup d'État, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, en France, à l'étranger. Mais dans notre tradition politique française, on oublie qu'il y a une vraie tradition du coup d'État. Le 18 Brumaire de Bonaparte, c'est un coup d'État. Le 2 décembre 51 de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un coup d'État. Le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, ça se fait avec des pressions militaires, et certains historiens, c'est pas Frédéric Potier qui parle, mais les grands historiens parlent de quasi-coup d'État. Et donc moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai saucissonné dans ce polar, dans cette fiction, des petits cours de quelque chose qui ressemble à un cours à Sciences Po. Ah voilà. Oui, on y est. On est à Sciences Po, on apprend. On est dans l'amphithéâtre, il y a un prof. Un prof, on va y revenir d'ailleurs, ce prof qui s'appelle Sarah Effenberg. Elle s'appelle Sarah Effenberg, et je me suis inspiré de spécialistes très connus, qui sont certains de mes amis qui viennent ici de temps en temps d'ailleurs faire des interviews. Et donc j'ai voulu expliquer que le coup d'État, qui est en fait le renversement de la légalité par la force, la prise du pouvoir par la force, par la violence, c'est quelque chose qui était tout à fait possible et qui était, je trouve, moi, trop souvent galvaudé. Quand on entend certains commentateurs politiques parler de dictature Macron ou de coup d'État légal, etc., mais c'est honteux, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une vraie prise de pouvoir par la force. Et là, je me réfère là aussi à l'actualité. Est-ce que Donald Trump a essayé, ou est-ce qu'il a voulu faire? C'était presque un quasi-coup d'État. Dans le livre, on dit, c'est à peu près, vous pensez que c'est un coup d'État
Depuis quelques jours, on sait qu'il a essayé de rentrer dans sa limousine pour aller sur le Capitole, c'est-à-dire le Parlement américain, pour aller contester sa défaite avec ses partisans. Qu'on l'ait laissé arriver Donald Trump jusqu'au Capitole, c'est ça qu'on aurait dit, qu'on aurait appelé coup d'État ? Je pense que oui, on aurait appelé ça coup d'État si ça avait réussi, oui. Ouais, si ça avait réussi. Là, c'était un échec, parce qu'il n'a pas réussi à quitter la Maison-Blanche. On va continuer à parler de ce que c'est qu'un coup d'État, comment ça se passe, comment ça peut aboutir, comment ça peut être combattu, avec vous, Frédéric Pottier, qui est notre invité sur Radio J dans l'émission Sépharim. On vous connaît plus d'habitude en l'auteur d'un livre tout à fait remarquable d'ailleurs sur Mendès France, mais cette fois vous vous rangez dans le roman qui s'appelle La menace 732. On le disait, votre roman qui charrie les grandes problématiques de notre temps. Alors 732, on peut s'arrêter sur... Bien sûr. On apprenait jadis cela à l'école, et un personnage de votre livre explique cette date dans votre roman, en disant que les fameux Arabes arrêtés à Poitiers en 732, c'est peut-être pas tout à fait la vérité historique. Alors 732, c'est pas un article du Code pénal, c'est une date évidemment, c'est la fameuse bataille de Poitiers, où, étant enfant, on nous apprenait que Charles Martel, le roi franc, aurait repoussé les Arabes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les historiens expliquent qu'en fait, on n'était pas complètement sûr que c'était en 732. C'était probablement pas non plus à Poitiers, c'était peut-être à Tours, à Angoulême, sur le chemin entre les deux, on ne sait pas vraiment. Et le caractère confessionnel de la bataille est là aussi très contesté, parce qu'on pense maintenant qu'il y avait des tribus francs des deux côtés des camps. Et donc c'est assez intéressant, parce que nous, c'est quelque chose, cette bataille de Poitiers qui fait partie de notre roman national, c'est quelque chose qui est très puissant à l'extrême droite, qui est vraiment utilisé dans des références sur des blogs, sur des sites internet, avec des groupuscules, 732, Martel, etc. Oui, repousser les Arabes, l'islam. Repousser les Arabes, on parlerait presque de grand remplacement d'ailleurs, pour revenir sur l'actualité. Là où au fond, la réalité historique nous montre que tout ça c'est de la réécriture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'investissement par des groupes d'ultra-droite de ces mythes nationaux français pour aller porter un agenda politique très puissant, très dangereux, et dont on voit bien qu'il est fondé sur la violence. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous citiez évidemment cette expression qui a fait florès maintenant, grand remplacement, avec l'écrivain Renaud Camus, remise au goût du jour dans l'épopée récente de Éric Zemmour. Le grand remplacement. Alors c'est quelque chose que j'imagine vous combattez aussi, Frédéric Pottier. Que j'ai combattu, et que j'ai même combattu judiciairement, parce que j'ai été, moi, appelé comme témoin contre Renaud Camus devant un tribunal dans le Gers, où je l'ai fait condamner pour incitation à la haine et à la violence. Parce que derrière cette idée du grand remplacement, on peut débattre des idées, il n'y a pas de sujet. Monsieur Renaud Camus va au-delà du grand remplacement. C'est qu'il dit il y a un pseudo-grand remplacement, c'est-à-dire une forme de remplacement des populations blanches, catholiques, européennes, par des immigrés qui viendraient d'Afrique ou du Moyen-Orient, que tout ça est délibéré et tout ça est organisé par une pseudo-élite dont vous voyez bien que derrière, on retrouve les idées complotistes sur le complot judéo-maçonnique, les etc. cosmopolites. Exactement. Et derrière, il y a cette idée qu'il faut aller combattre ce grand remplacement. Et quand on dit combattre, c'est pas de manière euphémisée. Renaud Camus dit qu'il faut aller combattre au pied de la lettre. Oui. Et moi, mon inquiétude, et je l'utilise un petit peu dans le roman, mais on voit bien qu'il y a certains groupuscules, certaines personnes qui vont vouloir s'organiser au sens strict pour mener ce grand remplacement, et donc imaginer des attaques contre des lieux, contre des personnes. Alors qui ont existé récemment, en France. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'auteur de cet attentat contre la mosquée de Christchurch faisait clairement référence au grand remplacement dans son testament politique, entre guillemets, qu'il a rendu avant de commettre ces faits. Grand remplacement, ça c'est une idée évidemment filigrane dans ce livre, parce que c'est ceux-là qui vont vouloir renverser le gouvernement. Alors on le dit, finalement vous nous donnez aussi, Frédéric Pottier, un cours sur ce qu'est le coup d'État à travers votre personnage, Sarah Effenberg, qui a commencé par le coup d'État de Brumaire avec Napoléon. On parle aussi du 2 décembre 1851. Ça, c'est important de rappeler ces périodes et ces moments-là. En vérité, qu'est-ce qui fait qu'un coup d'État marche ? En fait, ce qui est assez frappant quand on regarde l'histoire de France, c'est à quel point il suffit de peu de choses. Il suffit, au fond, de quelques poignées d'hommes bien décidés, bien organisés, bien armés,
pour arriver à faire la différence et à prendre par la force le pouvoir. Et c'est valable pour la France, on vient de citer quelques exemples, mais je cite aussi dans mon livre le Chili de Pinochet en 1973, le 11 septembre, un autre 11 septembre. Je cite évidemment l'Espagne de 1981 où, sans la prise de conscience du roi Juan Carlos, Cortés, le Parlement a été pris d'assaut. Le Parlement espagnol se fait envahir par une centaine de militaires espagnols bien décidés à empêcher la démocratie à s'installer dans le temps. Et je cite aussi évidemment la Révolution russe, où on voit bien qu'une poignée d'hommes parfaitement décidés et très soudés peuvent aboutir à remettre en cause l'ordre établi. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on a souvent des grandes analyses économiques, sociales, les grandes plaques tectoniques qui bougent, etc. Moi, je crois beaucoup aussi à la capacité des hommes et des femmes à faire ou à ne pas faire, à réussir ou à échouer. Alors, je reste toujours dans mon idée de nous expliquer le coup d'État que vous faites très bien dans ce livre. Pour un coup d'État, il faut avoir, quand on veut avoir le pouvoir, il faut avoir l'armée. C'est ça. C'est ça. Il faut avoir le sabre. Comment on arrive à retourner une armée ? Alors, je ne pense pas qu'on arrive à retourner une armée complètement. Ça, c'est probablement pas possible. Par contre, arriver à retourner une poignée de fidèles, une unité, quelques officiers, ça, l'histoire politique de la France et d'autres pays étrangers le montre très clairement. Et le général Pinochet que je citais à l'exemple, par exemple, à l'instant, le général Pinochet était considéré par Allende et son gouvernement comme peut-être l'officier supérieur le plus sûr, le plus fidèle. Et c'est lui qui trahit, et c'est lui qui, avec l'armée de l'air, la marine, etc., prend le pouvoir et renverse la démocratie chilienne. Et donc c'est cette interrogation que j'ai moi sur la fidélité de l'armée, fidélité des officiers, dans un contexte politique troublée. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que où doivent aller leur fidélité ? Moi, j'imagine, par exemple, c'est le début du roman, l'arrivée au pouvoir d'une gauche très radicale qui décide de couper les dépenses militaires, de renoncer à l'arme nucléaire, de renoncer au siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas fou comme imagination. C'est pas complètement fou, mais j'ai un peu tiré quand même. J'ai un peu extrapolé. Et donc la question, c'est quelle serait la réaction de l'armée française face à des mesures quasi vexatoires, quoi. Et donc moi, j'imagine que les réactions au sein de cette armée française seraient évidemment diverses. Il n'y a pas... elle ne se rangerait pas que d'un côté ou de l'autre. Mais c'est cette tension qui est assez intéressante entre des personnages animés par des convictions différentes. On sait qu'il y a d'authentiques républicains dans l'armée française, d'autres qui peuvent être peut-être un peu plus sensibles à une petite musique d'extrême droite. Et c'est cette interaction entre les personnages qui est assez jubilatoire pour un romancier. Exactement, très jubilatoire, c'est le mot, très haletant, très passionnant. Et là, on a l'impression depuis tout à l'heure qu'on parle plus d'un cours de sciences politiques, mais c'est pas du tout ça. Le roman est un vrai polar, un vrai thriller politique. On va faire une toute petite pause, Serge, avec une musique que nos auditeurs vont reconnaître. Briller comme une étoile filante, c'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard, vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure. Et oui, Frédéric Potier qui chante d'ailleurs sur cette chanson Prince des villes. Évidemment, vous aurez reconnu le fameux Michel Berger qu'on aime, qui d'ailleurs habitait pas loin de ses studios. On parle avec Frédéric Potier de La Menace 732. C'est son premier roman policier, son premier thriller politique. On en parlait juste avant cette petite pause musicale. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Le Prince des villes? C'est un rapport avec votre livre? Oui, c'est une chanson qu'écoute un de mes personnages, et moi j'aime beaucoup Michel Berger, et puisque rien ne dure vraiment, on peut se demander si ça s'applique à la démocratie ou pas. Oui, c'est ça. Alors votre roman, Frédéric Potier, j'ai envie de dire que c'est un peu
l'anti-soumission de Michel Houellebecq, qui lui voyait le grand remplacement, voyait l'islam politique arriver à la tête de l'État. On a l'impression que c'est un peu l'inverse avec vous. Alors oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement. C'est peut-être un miroir politique inversé de Michel Houellebecq. Alors moi, je pense que je suis beaucoup moins dépressif et beaucoup plus optimiste que Michel Houellebecq. Vous allez me dire que c'est pas très dur. Mais oui, je pense que la société française, elle est traversée par des tensions qui sont très diverses. Moi, ce que je pense, la différence que j'ai peut-être avec Michel Houellebecq, c'est que moi, j'ai vécu de l'intérieur ces années-là que vous rappeliez, ces années noires terroristes. Et au fond, moi, j'ai voulu montrer aussi cette atmosphère qu'il y a dans les coulisses du pouvoir. C'est-à-dire que rédiger un discours en urgence, un cortège officiel qui file vers l'Élysée, un remaniement, une note à rédiger pour un ministre de l'Intérieur, une déclaration à la presse. Tout ça, c'est des choses que j'ai faites dans ma vie. On rentre avec vous dans les arcanes du pouvoir, du fonctionnement, de la communication également. Ça, c'est extrêmement passionnant. Et il fallait que ce soit vous, parce qu'on sent le vécu. Il y a une atmosphère particulière, je pense qu'il faut le dire. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai eu envie de retracer ces moments-là que j'ai pu vivre dans un roman, dans un texte, et j'espère que ça plaira aux lecteurs. J'en suis persuadé, puisque votre livre et votre roman est scandé par des leçons historiques, on en parlait, on voyage beaucoup dans le temps également, dans l'histoire, mais aussi dans l'espace. Vous connaissez Paris comme votre poche, et on apprend aussi beaucoup de choses, on se cultive, et avec cette belle phrase que vous citez, une citation de l'illustre Victor Hugo que je vais donner, qui résume un petit peu l'état d'esprit de votre livre. Il y avait le serment, il y a le parjure, il y avait le drapeau, il y a le haillon, il y avait l'armée, il y a une bande, il y avait la justice, il y a la forfaiture, il y avait le code, il y a le sabre, il y avait un gouvernement, il y a une escroquerie, il y avait la France, il y a une caverne. C'est ce qu'écrit Victor Hugo en 1877. Ça donne un peu l'ambiance de votre roman. Oui, et il attaque évidemment Louis-Napoléon Bonaparte et le coup d'État qui renverse la Deuxième République. Napoléon le Petit. Alors cette galerie de personnages de l'État, vous campez notamment un super flic, préfet de police, que vous appelez Richard Langlais, qui est d'origine antillaise. Les offensives aussi de désinformation, ça aussi c'est très plausible, massive. Les comptes Twitter qui mentent notamment sur le pouvoir, ça peut vraiment arriver, ou c'est déjà arrivé ? Ah, c'est déjà arrivé. Les ingérences étrangères, elles ont déjà eu lieu non seulement aux États-Unis en 2016, mais aussi en France. Il faut se souvenir des Macron Leaks. C'est par hasard si ça a ciblé Emmanuel Macron, qui était le favori et le tenant d'une ligne dure vis-à-vis de certains pays. Les infox, les théories du complot, les volontés aussi de créer de la confusion, tout ça c'est très réel, c'est très vrai, et je pense qu'il va falloir vivre avec. Et donc ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce roman, c'est de montrer la dangerosité de ce climat-là, et de sortir des essais ou des notes que j'aurais pu rédiger par ailleurs. Oui, c'est un roman aussi d'espionnage, c'est une histoire d'amour. Il y a aussi des pages qui vibrent. Et des pages un peu osées, on peut le dire. Des pages un peu osées qu'on ne citera pas aujourd'hui, mais nos auditeurs vont découvrir tout ça. On ne peut pas raconter tout ce roman qui est vraiment foisonnant, implausible, si j'ose dire, comment faire un coup d'État, ou comment peuvent mourir les démocraties, c'est ça aussi. Et comment on peut les défendre. C'est aussi ça que moi je veux aborder. Alors j'ai écrit un précédent essai sur Pierre Mendès France, vous l'avez rappelé. Moi c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est que finalement il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Et défendre les contre-pouvoirs, défendre les associations qui se battent pour les droits de l'homme, défendre les médias, défendre le droit des médias à alerter, défendre le droit de l'État aussi à se défendre contre les ingérences étrangères, c'est fondamental et c'est ça qui nous protège collectivement. Oui, dans votre beau livre, c'est une sorte de vade-mecum de la République et de la démocratie pour résister à tout cela, des choses qui sont extrêmement plausibles. On ne va pas révéler bien sûr la fin, est-ce que ça se termine bien, est-ce que la démocratie l'emporte ? Je ne sais pas. Suspense de ce très bon roman, La menace 732 de Frédéric Pottier aux éditions L'Aube Noire. Je le montre à nos auditeurs aussi qui regardent notre émission sur la chaîne YouTube de Radio J, et je recommande à nos auditeurs de se plonger dans ce roman. Ils apprendront beaucoup de choses et ils vibreront. Merci Frédéric Pottier d'avoir été notre invité sur Radio J. Un grand merci à vous.